Monsieur Demezo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Démocratie Nouvelle. Comment se porte votre parti? Mon parti se porte bien, comme peut se porter un parti qui a à peine un peu plus d'1 an. Parce qu'il faut rappeler que ce parti a vu le jour les 27 et 28 avril 2016. Mais au bout d'un peu plus d'1 an d'existence, ce parti a déjà une implantation visible dans au moins 4 des 9 provinces de notre pays. Il poursuit son implantation dans l'ensemble du territoire. Il organise des manifestations de ces différentes composantes. La dernière manifestation en date est celle qui a été organisée la semaine dernière par la Ligue patriotique des jeunes du parti au quartier Aoundje à Libreville, qui a rassemblé près d'1 millier de jeunes dans un quartier reconnu comme étant difficile. C'est, pour ceux qui ne le savent pas, l'ancien fief de Pierre Mamboundou, et avec une population beaucoup plus attachée historiquement à l'UPG, qui est le parti de Pierre Mamboundou. Donc la présence de notre parti par la Ligue des jeunes dans ce quartier illustre l'implantation progressive du parti dans l'ensemble des quartiers de Libreville et dans la plupart des provinces du pays. La Ligue patriotique des femmes du parti s'apprête au cours de cette semaine à tenir un atelier qui va regrouper autour de 500 femmes pour expliquer ce que le parti a défendu comme point de vue lors du dialogue national qui vient d'avoir lieu et expliquer en particulier la nécessité d'un engagement plus prononcé des femmes dans la vie politique de notre pays. Il faut rappeler que le parti Démocratie Nouvelle avait joué un rôle important dans le soutien à la candidature de Jean Ping. Le président du parti que je suis avait été le directeur de campagne de Jean Ping et de très nombreux militants, pour ne pas dire l'ensemble des militants du parti, s'étaient fortement engagés dans cette élection présidentielle aux côtés de ce candidat. Donc, en un peu plus d'1 an d'existence, je peux dire que notre parti se porte bien. Il vient de prendre part au dialogue politique convoqué par le président. On va en parler justement. Et il y a joué aussi un rôle actif, et le président du parti que je suis a eu le privilège d'être un des co-présidents du bureau de ce dialogue, et il a eu le privilège également d'être le chef de la délégation de l'opposition à ce dialogue. Donc le parti Démocratie Nouvelle se porte bien. Pendant que Ali Bongo avait convoqué ce dialogue-là, Jean Ping aussi avait appelé à des concertations. Pourquoi vous avez préféré aller avec Ali Bongo plutôt que Jean Ping, alors qu'on sait que vous avez travaillé et avec Bongo et avec Ping, mais il semble que votre choix se soit porté pour Ali Bongo. Pourquoi? Je crois que ce n'est pas un problème de choix en tant que tel. Monsieur Jean Ping a réuni autour de lui ses partisans, ceux qui en restent, dans la mesure où il a estimé qu'après la proclamation des élections par la Cour constitutionnelle, qui avait déclaré Ali Bongo Ondimba vainqueur de l'élection, que lui n'acceptait pas ce verdict et qu'il continuait son combat jusqu'au bout. Dans ce sens, il a réuni ses partisans, et on ne peut pas appeler à proprement parler cela un dialogue, puisqu'il s'agit d'une rencontre entre des gens d'un même bord politique, certainement pour affiner leur stratégie, leur réflexion, leur tactique. Par contre, Ali Bongo Ondimba a convoqué un dialogue, en ce sens que... un dialogue national, vous dites ? Un dialogue national, en ce sens que se sont retrouvés à Ngonje, au terme de cet appel, des partis politiques de la majorité présidentielle, l'Omar d'Ali Bongo Ondimba, des partis de l'opposition, dont le mien, Démocratie Nouvelle, et plusieurs autres, une 50aine de partis, des représentants de la société civile. Donc là, on a eu affaire à un dialogue national. J'y suis allé. Un dialogue national sans Ping, pensez-vous que ça soit... Le dialogue national était inclusif, en ce sens que toute la classe politique gabonaise... Jean Ping est quand même le challenger, était quand même le principal challenger pendant les élections. Oui, mais le dialogue national n'avait pas pour objet de refaire l'élection présidentielle d'août
2016. Donc étaient conviés au dialogue politique national toutes les forces politiques du pays. Et la constitution de notre pays dit que les partis politiques contribuent au suffrage universel. Donc tous les partis politiques du pays, qu'ils aient présenté ou non des candidats lors de la dernière élection présidentielle, étaient conviés à ce dialogue politique national qui avait pour objet de revoir les règles du jeu, d'opérer des réformes dans le domaine des institutions, dans le domaine de l'organisation des élections, dans les domaines social, économiques et autres. Donc, qu'on ait été candidat principal ou non, ou qu'on ait été candidat ou pas du tout candidat à l'élection présidentielle dernière, dès lors qu'on était une force politique qui contribue à la vie politique nationale, on était conviés à ce dialogue. C'est à ce titre que mon parti, Démocratie Nouvelle, y est allé aux côtés de nombreux autres et a pris une part active aux conclusions qui ont été arrêtées. Alors, parmi ce dialogue a eu pour projet phare, entre autres, la limitation de mandat présidentiel. Vous n'êtes pas parvenu à cela. Pensez-vous que les Gabonais vont se sentir à l'aise dans les réformes du code électoral? À mon avis, il n'est pas exact de dire que ce dialogue avait pour projet phare la limitation des mandats. La limitation des mandats fait partie de tout un ensemble de points qui, effectivement, figuraient sinon, vous risquez de vous retrouver avec un président qui va encore faire 40 ans, comme le père Bongo l'a fait, non? De mon point de vue, pour qu'un président ne fasse pas 40 ans, la question clé, c'est de renforcer la transparence dans l'organisation des élections. Vous savez, imaginons un pays à la tête duquel, je ne cite aucun nom de pays, mais à la tête duquel se trouve un dictateur. On dit à ce dictateur, vous n'avez droit qu'à 2 mandats. Mais ce dictateur peut parfaitement s'organiser pour dire que, bon, au bout de 2 mandats, je laisse la place à mon fils, ou à mon petit-fils, ou à quelqu'un de mon entourage, avec le même dispositif électoral, le régime se maintient. Donc, la question de la limitation des mandats n'est pas, de mon point de vue, la question clé qui garantit l'alternance. La question clé qui garantit l'alternance, c'est l'organisation transparente des élections, de sorte que la souveraineté du peuple soit réellement exercée, de sorte que celui qui gagne des élections, celui qui est vainqueur dans les urnes, soit proclamé vainqueur de l'élection. C'est cela la question clé. Donc, c'est vrai que la question de la limitation des mandats présidentiels figurait à l'ordre du jour des questions débattues, était une des revendications de l'opposition, mais il n'est pas juste de dire que c'était la question clé. Je pense qu'il y a eu des avancées importantes en matière de réformes électorales. Il y a eu en particulier le retour aux élections à 2 tours. L'observation de la vie politique dans différents pays africains montre que là où l'alternance démocratique a été possible, c'est généralement en bénéficiant de ce mode de scrutin. Parce qu'il est très difficile pour des partis de l'opposition de venir à bout du représentant du parti au pouvoir à partir d'élections à un seul tour. Nous avons obtenu ce retour à 2 tours des élections. Ensuite, il y a eu des avancées très importantes dans l'organisation même des élections. Le Centre gabonais des élections, qui va désormais se substituer à la CENAP, qui organisait précédemment les élections, est une structure tout à fait nouvelle, dont le président ne sera plus nommé, comme c'était le cas de la CENAP, par la Cour constitutionnelle, mais sera élu sur la base d'une liste d'aptitude après appel à candidature. Et c'est le président de ce centre gabonais des élections qui va, avec à parité des membres de l'opposition et de la majorité, mettre en place toutes les structures qui organisent les élections au niveau provincial, au niveau départemental, au niveau communal, au niveau de l'arrondissement et au niveau consulaire lorsqu'il s'agit des élections présidentielles. Et c'est cette structure qui va désormais annoncer les résultats électoraux. C'est un point fondamental. Parce que lorsqu'on observe le déroulement des élections gabonaises, particulièrement celles présidentielles, que ce soit celle de 93, celle de 98, celle de 2005, celle de 2009 et récemment celle de 2016, la question de l'annonce des résultats a été une question clé. Parce que les préfets, les gouverneurs, le ministre de l'Intérieur ont joué un rôle prépondérant dans l'annonce de ces résultats. Désormais, au terme des réformes opérées par le dialogue, ils sont écartés de ce processus d'annonce des résultats. Donc, voilà des réformes, entre autres, qui sont intervenues au cours du dialogue, qui vont améliorer considérablement les conditions de transparence des élections et qui vont faire que
même si les mandats n'étaient pas limités, mais le peuple ayant davantage de moyens de faire triompher le verdict des urnes, la question de la limitation ou de la non-limitation des mandats apparaîtra au fil des années comme une question subsidiaire. Vous savez, la démocratie, dans des pays tels que nous sommes, il n'y a pas de limitation de mandat ici. Les gens, mais de convenance, les gens font deux mandats. La transparence des élections fait que quelqu'un qui veut se présenter à une nouvelle élection se dit je vais subir la sanction du peuple, et comme je pense que j'ai très peu de chances de pouvoir être réélu, je renonce même à me présenter. On a même vu des candidats, des anciens présidents de la République qui ne franchissent pas le cap des primaires. C'est la souveraineté populaire, ce n'est pas la loi qui interdit qu'il se présente à nouveau, qui a fait que cela ne soit plus président, mais c'est la souveraineté populaire. René Ndemezo, vous avez travaillé avec le père Bongo, avec le fils Bongo, vous avez été directeur de campagne de Jean Ping. Dans le nouvel échiquier politique gabonais, quelle sera la place de la jeunesse? La place de la jeunesse, c'est une place extrêmement importante. Au cours du dialogue, des avancées importantes ont été prises en matière de dispositions dans la Constitution et dans le code électoral qui favorisent l'avènement des jeunes. Par exemple, l'âge pour les jeunes de former des partis politiques a été abaissé à 18 ans. C'est l'âge de la majorité civile. Et à partir du moment où cet âge a été abaissé, naturellement, toutes les barrières qui faisaient qu'un jeune doit atteindre tel âge pour devenir membre du gouvernement, il doit atteindre tel âge pour devenir député, il doit attendre d'avoir 40 ans pour se présenter à l'élection présidentielle, toutes ces barrières ont sauté, et dès l'âge de 18 ans, tout jeune qui estime qu'il a des capacités pour postuler à des fonctions électives ou à toute autre fonction peut le faire. Les dispositions de la loi qui font obligation aux partis politiques de présenter lors des élections au moins un tiers de jeunes, lorsqu'il s'agit par exemple des scrutins de liste, ont été des dispositions qui ont été à nouveau renforcées. Et je pense donc qu'à l'issue du dialogue, la place des jeunes a été fortement réaffirmée, et que les jeunes ont la possibilité de s'affirmer encore davantage. Bien sûr, pour cela, il faut que les jeunes osent se lancer dans des activités de toute nature. Il ne faut pas que les jeunes aillent s'asseoir dans leur coin en pensant qu'on va leur apporter des sièges de députés ou de sénateurs en allant les chercher dans leur chambre. Les choses reviendront aux jeunes qui se battent, aux jeunes qui s'inscrivent dans les partis politiques, aux jeunes qui jouent un rôle actif dans ces partis politiques et qui osent aller de l'avant. Les jeunes reviendront aux jeunes, les choses reviendront aux jeunes qui font des études et qui devront prouver que s'ils postulent à occuper telle ou telle fonction dans l'appareil d'État ou dans une entreprise parapublique ou privée, ils ont le profil nécessaire pour occuper ces fonctions. Moi, personnellement, je suis un adepte pour que les jeunes soient mis en avant, mais que ce soit aussi des jeunes de qualité. Ouais. Le président de Nouvelle Démocratie, Démocratie Nouvelle que vous êtes, est à Paris au même moment que Jean Ping. C'est une pure coïncidence. C'est une pure coïncidence. Jean Ping a, je suppose, son calendrier. Ce calendrier faisait qu'il devait venir en France à ce moment-ci. Mon calendrier aussi. Est-ce que vous êtes venus charmer tous le jeune président français Macron, ou vous avez d'autres projets peut-être similaires, peut-être différents? Moi, j'ai une autre idée des relations entre les États. Je pense que la France et le Gabon sont deux États souverains qui doivent entretenir des relations de coopération dans l'intérêt mutuel des deux pays, mais je ne pense pas qu'il revienne à un homme politique gabonais de courtiser, comme vous dites. Oui, mais on nous dit que c'est la France qui fait les présidents africains, alors. Personnellement, je ne suis pas adepte de cette vision. Cette vision existe certainement au niveau d'un certain nombre de personnalités qui pensent que pour arriver à la tête des États africains, il faille être adoubé par des personnalités de la vie politique française. Je ne suis pas de ceux qui partagent ces vues-là. Je pense que l'Afrique et la France, l'Afrique et l'Europe, l'Afrique et le reste du monde doivent coopérer de plus en plus sur un pied d'égalité, et qu'il n'y a pas à attendre que les chefs d'État africains soient choisis et installés par
par la France ou par toute autre puissance étrangère. Comme bien même avec Jean-Ping opposant, il y a quand même une différence de distance avec Bongo. Quelle est la vôtre avec Bongo? Est-ce que vous êtes plus proche de Bongo aujourd'hui que de Jean-Ping? Dites-nous. Je ne suis plus proche de personne. Je suis plus proche des idéaux qui m'animent. Je crois en la démocratie. Je crois à la nécessité de lutter pour une alternance démocratique, c'est-à-dire pour une alternance qui s'obtient par la voie des urnes. Je ne crois pas à des plans B, C ou D ou autres. Je pense que l'unique plan, c'est de renforcer la démocratie. Si une élection ne se passe pas bien, je pense qu'il n'y a pas d'autre voie que de travailler à des réformes pour permettre que les élections à venir se passent mieux que celles antérieures. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix. On n'a pas à faire miroiter des plans B ou C parce qu'il n'y a pas d'autre alternative que la démocratie. Est-ce que nouvelle démocratie, démocratie nouvelle vous permet de vous affranchir de Jean-Ping et de Bongo, d'être vous? Naturellement, le parti Démocratie Nouvelle est un parti qui est tout à fait souverain. C'est un parti qui ne dépend, comme vous le dites, ni de Bongo, ni de Jean-Ping. C'est un parti dont j'ai eu l'honneur d'être élu président. Et je suis élu président pour une durée de 4 ans, renouvelable une fois. C'est-à-dire que là également, la vision démocratique qui est la mienne, qui est celle des dirigeants de Démocratie Nouvelle, fait que même pour moi qui peux me considérer comme un des fondateurs de ce parti, je ne considère pas que c'est ma propriété à vie. Je considère que je suis là pour un mandat de 4 ans qui pourra être renouvelé une fois et qu'à la suite de cela, si j'arrive au bout de ces 2 mandats, il sera tout à fait grand temps de passer le relais à d'autres générations. Je n'ai pas créé avec d'autres ce parti pour en faire un instrument de conquête personnelle du pouvoir. Je pense que c'est un parti que je voudrais léguer à la jeunesse gabonaise. Vous avez participé à l'assainissement du code électoral du Gabon. Oui. Est-ce que c'est pour rien? Est-ce que c'est pour que vous puissiez, vous et vous, par votre parti, vous propulser au sommet de commande au Gabon? Je voudrais répéter à nouveau que, en ce qui me concerne, je crois que l'histoire est faite par les peuples. Elle est faite par les peuples et non pas par des individus exceptionnels. Je crois. Donc de ce point de vue, si j'ai participé à la création du parti Démocratie Nouvelle, c'est parce que je voudrais au travers de ce parti apporter ma contribution à la lutte pour la démocratie dans notre pays. Mais je suis conscient de ce que les efforts d'une seule génération ne suffiront pas pour avoir la démocratie dans nos pays africains, que ça nécessitera les efforts de plusieurs générations. Donc je n'ai pas de plan particulier pour moi. Je ne participe pas à des réformes comme celles pour lesquelles nous nous sommes battus lors du dernier dialogue, parce que j'aurai un calendrier personnel pour accéder à telle ou telle fonction. Je veux que mon parti soit partie prenante des changements qui interviennent dans notre pays, et naturellement je souhaite que mon parti joue un rôle accru dans la vie politique gabonaise, mais je n'ai pas de calendrier particulier pour moi personnellement. Et je pense que c'est ma vision. Donc pour répondre à votre question, je n'ai pas un plan qui prévoit qu'à l'issue de telle ou telle réforme, je dois devenir ceci. Je voudrais revenir sur la question posée sur la distance entre Ali Bongo Ondimba, Jean-Ping et moi. Je dois dire de manière très claire que entre Jean-Ping et moi, s'il y a un qui a des liens avec la famille Bongo, c'est Jean-Ping. On parle de proximité ou de distance politique, hein, pas familiale. Que ce soit politiquement, que ce soit matériellement, que ce soit financièrement, celui qui a des liens avec la famille Bongo, c'est Jean-Ping. Il n'y a aucun lien entre la famille Bongo et René Ndemzobia, en dehors du fait que j'ai effectivement soutenu le président Omar Bongo Ondimba lorsqu'il était chef de l'État. J'ai collaboré, j'ai travaillé avec lui, mais il n'y a eu aucun lien particulier. Donc la question de la distance entre Jean-Ping, les Bongo et René Ndemzobia est une question limpide. Tout Gabonais est à même de répondre à cette question. Donc aujourd'hui, je suis allé au dialogue parce que Ali Bongo Ondimba a été proclamé chef de l'État.
Oui, chef de C'est l'État parce qu'il a très été proclamé contesté. chef de l'État. Très contesté, monsieur Qu'il Ndebezon, parce que nous avons pu voir le rapport tout récent de la francophonie qui rejoint celui de l'Union africaine, l'Union européenne, pardon, qui disqualifie quasiment Ali Bongo par rapport aux dysfonctionnements qui ont eu lieu notamment dans le Haut-Ogooué. Oui, c'est une question assez intéressante sur laquelle il faut revenir. Ce que pense l'Union européenne, c'est son droit. Ce que pense telle ou telle institution internationale, c'est son droit. Mais je crois que la vie politique gabonaise, elle est réglée par les institutions gabonaises. Dès lors que la Cour constitutionnelle du Gabon a proclamé M. Ali Bongo Ondimba vainqueur de l'élection, celui-ci a prêté serment devant cette Cour constitutionnelle, est entré en fonction. Pour ce qui me concerne, c'est le président du Gabon. La question de savoir si j'ai voté pour lui, et tout le monde sait que je n'ai pas voté pour lui. Si j'ai fait campagne pour lui, et tout le monde sait que je n'ai pas fait campagne pour lui. La situation actuelle, ce n'est pas celle de reprendre l'élection présidentielle d'août dernier. C'est de prendre conscience de ce que la réalité d'aujourd'hui, c'est que le président de la République gabonaise, c'est Ali Bongo Ondimba. Et je suis allé au dialogue avec mon parti, parce qu'il faut faire des réformes. Et pour faire des réformes, il faut faire des réformes avec celui qui a le pouvoir, c'est-à-dire Ali Bongo Ondimba. Autrement, si on fait des réformes comme la coalition Jean-Ping les a faites, ils se sont enfermés pendant quelques jours pour soi-disant faire des réformes autour d'un dialogue. Mais si ce dialogue n'a aucune possibilité d'être appliqué en pratique, ça reste de la réflexion intellectuelle. Moi, je dois agir dans un domaine qui permet de faire avancer les choses. Et c'est pour cela que je suis allé au dialogue avec Ali Bongo Ondimba. Pourquoi? Parce que c'est lui qui détient le pouvoir. Et les réformes qu'on décide ensemble et dont le peuple gabonais attend aujourd'hui la mise en œuvre, parce qu'il faut bien arriver à ça, ce que le peuple gabonais attend aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de tout ce dont on a décidé ensemble au cours du dialogue. Et ceci va devenir des lois, et ceci va devenir des décrets, ceci va donc devenir des dispositions qui s'appliquent, y compris à ceux qui ne sont pas allés au dialogue. Donc, moi, je suis dans le domaine de l'histoire réelle, et non pas de l'histoire imaginaire. Oui, mais il y a un des opposants gabonais qui, il y a quelques jours, a dit sur une chaîne internationale, qui demandait à Ali Bongo et à Jean-Ping de quitter leur posture pour la réorganisation d'autres élections. Et quitter leur posture, c'est-à-dire? C'est-à-dire de quitter le devant de la scène politique telle qu'il occupe à ce moment pour l'organisation de nouvelles élections présidentielles. Moi, je viens de moins vous douteuses. Oui, je viens de vous le dire à nouveau, je ne travaille pas dans le domaine de la politique fiction. Je pense que M. Ali Bongo Ondimba est président de la République gabonaise. Je doute de ce que, parce que quelques personnes émettront le vœu qu'il se mette à l'écart de la vie politique gabonaise, il va se mettre à l'écart de même. M. Jean-Ping est un acteur politique gabonais. Je doute que ce soit l'avis de quelques personnes qui l'amènent à renoncer à être un acteur de la vie politique gabonaise. M. Ali Bongo Ondimba doit jouer son rôle en tant que chef de l'État. M. Jean-Ping doit jouer son rôle en tant que personnalité politique qui a participé à une élection présidentielle, qui a été déclaré battu à cette élection, qui peut avoir un désir légitime de revanche, et c'est à lui qu'il appartient de s'organiser pour obtenir cette revanche, entre guillemets, c'est-à-dire une nouvelle élection en 2023 qu'il peut gagner. D'autres sont passés par là. Je crois que la vie avance. Mais je ne participe pas de ceux qui pensent qu'il faille que ces personnalités s'effacent de la vie politique pour que le Gabon puisse avancer. Le Gabon doit avancer avec tout le monde, y compris avec ces personnalités-là. L'essentiel est que nous acceptions, en tant que Gabonais, de nous asseoir, de discuter des problèmes du Gabon, parce que nous n'avons pas de patrie de rechange. Et nous ne pouvons pas demander à certains de quitter le pays parce qu'ils iraient dans un autre pays, ou de disparaître parce qu'ils ne seraient plus Gabonais. Nous sommes Gabonais, nous sommes condamnés à nous voir et à rester ensemble. Vous avez rencontré des Gabonais à Paris ici pendant votre séjour? Bien sûr, j'en rencontre tous les jours. Et pourquoi? Mais ce sont des compatriotes. Alors, ce sont des compatriotes et je prends toujours plaisir à échanger avec eux. D'abord, j'ai beaucoup de parents ici, j'échange avec eux. Ensuite, j'ai des jeunes, des compatriotes que je prends plaisir à rencontrer. Certains ont participé avec moi à la campagne de Jean-Ping. Je m'emploie aujourd'hui à discuter avec eux pour leur faire comprendre que les élections présidentielles sont terminées et que
les élections, la fin des élections Dites-moi, monsieur présidentielles René ne Desmaisons, correspond pas à la fin du Gabon, qu'il faut que le Gabon... s'il y a d'autres continue à élections avancer. et que les mêmes entachements, les mêmes irrégularités sont constatées, est-ce que ça sera encore votre position Mais de soutenir celui que la Cour constitutionnelle, telle que configurée au Gabon, le sait? Elle est familiale, cette Cour constitutionnelle. Pour que les mêmes... que les élections ne se passent pas dans les mêmes conditions, voilà pourquoi je suis allé au dialogue. Je pense que le dialogue, précisément, c'est pour éviter qu'on retombe dans les mêmes travers. Je pense donc qu'aujourd'hui, je le répète, ce qui est attendu par le peuple gabonais, c'est la mise en œuvre des réformes qui ont été décidées au cours de ce dialogue. Je suis convaincu, non pas que ces réformes, comme par enchantement, vont créer une situation où il n'y a plus de contestation du tout. Je vous l'ai dit, la démocratie, c'est un long fleuve. Et ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est l'affaire de plusieurs générations. Ce dont je suis convaincu, c'est que la mise en œuvre des réformes qui ont été décidées consensuellement lors du dernier dialogue fera que les prochaines échéances électorales seront mieux organisées et que les résultats, il y a de fortes chances que les résultats soient mieux acceptés par les populations. Je ne peux pas pour autant dire qu'il n'y aura plus aucune contestation, parce que c'est un long processus. Certains de vos compatriotes vous soupçonnent de toujours fonctionner avec le plus fort du moment. C'est leur droit de le penser. Moi, je ne le pense pas. Je pense plutôt que je suis un homme politique qui s'efforce toujours de prendre ses décisions à partir de l'analyse objective de la réalité, à partir des rapports de force réels, et non pas des rapports de force rêvés. Je ne participe pas de la politique fiction. C'est pour ça que je vous dis, la question qui se pose au Gabon aujourd'hui, c'est d'avancer. D'avancer en sachant qu'à l'issue de l'élection présidentielle d'août 2016, c'est M. Ali Bongo Ondimba qui se retrouve à nouveau à la tête de l'État. Et ceci est valable pour ceux qui l'ont voté comme pour ceux qui ne l'ont pas voté. Parce que c'est cela la réalité objective. Maintenant, certains peuvent toujours dire, moi je n'ai pas voté pour Ali Bongo Ondimba et je refuse de voir qu'il est le président. C'est leur droit. Mais est-ce que c'est le fait de se mettre un bandeau sous les yeux qui fera que la réalité objective qui veut qu'Ali Bongo Ondimba soit président du Gabon aujourd'hui s'efface? Parce que d'aucuns pensent qu'il soit président ou pas. Moi je refuse de voir qu'il soit président. Mais il est président, il est. Qu'on l'aime, qu'on n'aime pas, il est le président. Et moi, je me conforme à cette donnée. Et s'il faut discuter de réformes, je discute de réformes avec lui, parce que les décisions prises en discussion avec lui, c'est ça qui va devenir des lois, c'est ça qui va devenir des règlements, c'est ça qui va permettre que la vie politique du Gabon continue, s'accélère. Je ne peux pas rester dans le domaine de la politique fiction. La politique fiction, c'est de rester là, comme d'aucuns, à dire qu'on espère que demain après-demain va être organisée la passation de charges entre Ali Bongo Ondimba et Jean Ping. Je dis cette passation de charges, elle n'aura pas lieu parce que l'élection présidentielle, elle est terminée. Il faut passer à autre chose. D'accord. Voilà ma vision. Si cela s'adaptait au plus fort, oui, ça veut dire tout simplement que je m'adapte à la réalité objective. Si d'autres pensent s'adapter plutôt à leurs rêves, c'est leur droit. Alors, votre adresse à la jeunesse gabonaise et à la jeunesse africaine? Mon adresse à la jeunesse africaine et gabonaise, c'est de leur demander de prendre le destin de l'Afrique et du Gabon en main. Nous sommes dans un monde où seule une Afrique unie peut peser. Parce qu'en face de l'Afrique, nous avons l'Asie qui avance à grands pas, conduite par des grands pays comme la Chine, comme l'Inde. Nous avons l'Amérique, il y a l'Amérique du Nord, les États-Unis, mais il y a des pays d'Amérique latine, tels le Brésil et d'autres, qui avancent à grands pas. Il y a l'Europe qui, tant bien que mal, essaye de consolider son unité. L'Afrique n'a de chance de tirer son épingle du jeu qu'en renforçant son unité. Moi, je suis un pur produit du mouvement étudiant africain. Je me rappelle toujours... La FEANF. Oui. Cette phrase qui était la devise de la FEANF, c'était d'aimer assembler autour d'un vase. Et c'était une citation de Guézo, roi d'Abomey, qui semblait boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé.
Je rêve toujours à une Afrique unie, parce que c'est la seule voie pour l'Afrique. Mais une Afrique unie avec une jeunesse déstructurée par manque d'économie, de pensée économique fiable et solide et pérenne pour elle. La jeunesse doit se battre pour que l'Afrique soit de moins en moins déstructurée. Vous savez, l'avenir de l'Afrique n'est pas aussi triste que d'aucuns veulent la prévoir. C'est le continent aujourd'hui qui connaît malgré tout un taux de croissance important. Mais je pense qu'il y a de nombreux problèmes, que les biens de l'Afrique ne sont pas encore tout à fait entièrement la propriété des Africains eux-mêmes. C'est un problème qu'il faut régler progressivement sur le long terme. Pour cela, il faut que la jeunesse se mobilise. C'est des problèmes que l'Afrique doit régler, c'est des problèmes que la jeunesse africaine doit régler. Donc en un mot, je souhaite une jeunesse africaine conquérante, ambitieuse, solidaire aussi, parce que l'Afrique est une. Même si aujourd'hui il existe des barrières nationales, mais je pense qu'avec le temps, il faut que ces barrières nationales tombent. Il y a des zones d'Afrique, comme l'Afrique occidentale, où de plus en plus il y a la libre circulation des personnes. Et des biens, ce qui reste une gageure pour l'Afrique centrale. Et même en matière démocratique. Centrale est très en retard. C'est un fait que l'Afrique centrale. En matière d'alternance démocratique, on voit une différence entre l'Ouest et le Centre. Également, il faut donc que la jeunesse africaine, celle d'Afrique centrale en particulier, prenne ces problèmes en main. Personne ne viendra à la place des peuples d'Afrique centrale résoudre ce problème à leur place. La solution ne peut venir que des peuples d'Afrique centrale eux-mêmes. Donc, je suis pour des Africains fiers. Je ne suis pas un Africain xénophobe. Mais néanmoins, je fais partie de ces Africains qui pensent qu'au XXIe siècle, il faut que les Européens, les Asiatiques, les Américains sachent que les Africains doivent progressivement être capables de réfléchir avec leur propre tête et de trouver des solutions. Mais pas tant que les dirigeants africains viennent faire la manche en Occident quand même. Hein. Il faut qu'il y ait des luttes appropriées. Je pense que ce que vous dites n'est pas une règle et que selon les États africains... Oui, mais là, tout dernièrement, on a vu comment Macron a réagi lorsqu'un journaliste africain a demandé qu'est-ce que l'Europe injectera pour un plan Marshall africain. Je ne pense pas que l'Afrique est déstructurée au point d'avoir besoin d'un plan Marshall, mais plutôt d'une dynamique pensée, voulue ensemble, rien qu'avec la création déjà des petites unités de progression, comme l'ont fait certains pays en Afrique de l'Ouest, où les femmes commencent à se rendre autonomes. Bien sûr. On éviterait d'entendre des propos comme ce que Macron a dit, écoutez, 6-7 enfants par femme regresse l'Afrique. Monsieur Macron est le président de la République française. Je pense que ce qu'il a dit, il faut le respecter, mais ce sont les propos du chef de l'État français. Je ne pense pas que c'est valeur de règles de conduite pour l'Afrique. Je pense qu'il est libre de ses propos, il est le chef de l'État français. Et je crois que les Africains doivent, dans les propos que peut tenir un dirigeant, qu'il soit français, qu'il soit américain, qu'il soit asiatique, retenir ce qui leur paraît positif pour l'Afrique et pour le reste, je le répète, agir avec leur propre tête. Merci René Demezo, président de Démocratie Nouvelle, parti d'opposition gabonaise. Merci beaucoup, madame. À très bientôt.